Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui nous sommes dans le deuxième épisode et pour ce faire j'ai décidé d'inviter Léa. Donc Léa, bonjour. Salut. Et donc aujourd'hui dans ce deuxième podcast, comme je le disais, nous allons faire un podcast sur l'école et les médias. Alors déjà il faut savoir que ce nom, on va dire, de podcast a changé pas mal de fois. On a vraiment été en hésitation de comment on allait l'appeler. Donc quand on parle d'école, en fait on parle un peu de tout ce qui est autour, l'éducation, les professeurs, etc. Et pour les médias, bon, les réseaux sociaux, etc. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que toi Léa, tu te présentes aux auditeurs et que tu dises pourquoi ce sujet te plaît. Ok, donc bonjour à tous, je m'appelle Léa, j'ai 17 ans, je suis en terminale. Actuellement là dans 6 jours il y a les résultats Parcoursup, donc un peu stressée, mais sinon j'ai accepté de faire ce podcast avec Ruben parce que je me disais que ça pouvait être vraiment très intéressant et très enrichissant surtout de pouvoir parler, parce qu'avec Ruben on a souvent l'habitude d'avoir un peu des débats ensemble, même si des fois on a des avis qui peuvent converger, c'est que ça reste quand même intéressant. Donc je me suis dit que surtout en plus là sur l'éducation et les médias, ça pouvait être vraiment super intéressant d'avoir nos deux points de vue. Merci beaucoup. Franchement, l'introduction est parfaite. Hein. Vraiment, tout est dit. Alors, vu que je n'ai pas mis mes lunettes, j'ai un peu du mal à voir. Comme je le disais, l'école, on va commencer, je pense, par ce sujet-là. Et donc, j'aimerais que tu me dises un peu ton avis, qu'on discute ensemble de ce que tu penses l'école en France, peut-être comparé aux autres pays d'Europe ou même du monde entier. Est-ce que tu trouves que le niveau scolaire en France est bon, et etc. Donc, d'abord, quel est ton avis sur l'école en France ? En fait, mon avis sur l'école en France, déjà, tous les deux, on fait partie du système scolaire français, donc je pense qu'on est légitime de donner notre avis. En fait, j'arrive pas vraiment à avoir un avis très clair, parce qu'à chaque fois qu'on essaye d'avoir des réponses, j'ai l'impression que c'est jamais hyper clair. Je m'explique. On nous dit souvent que le niveau baisse énormément. Mais en fait, le souci, c'est qu'en tant qu'élève, on ne peut pas vraiment le constater. C'est-à-dire qu'on n'a pas des chiffres devant nous où on va nous dire, oui, voilà, regardez, dans la classe, il y a tant de personnes qui ne savent pas faire ça, tant de personnes qui ne savent pas faire ça. Parce que des professeurs qui disent à leurs élèves, de toute manière, vous êtes la classe la plus nulle que j'ai jamais eue, il y en a depuis la nuit des temps. Donc, c'est pour ça que ça peut être un peu dur de se faire un avis. Parce qu'on peut toujours, les anciennes générations vont toujours se dire que la génération d'après est encore plus nulle. Même quand j'en parle avec mes parents, qui eux ont un regard un peu plus reculé sur la situation, ils me disent oui, mais même nous, en fait, on nous disait que notre génération, c'était une catastrophe. Alors, est-ce que je pense que le niveau baisse ? Honnêtement, je ne vais pas mentir, je ne sais pas. Parce qu'en fait, quand je parle avec mes amis autour de moi et que j'essaie de leur demander, mais est-ce que vous trouvez que en ce moment les gens travaillent pas assez, etc. Et oui, dans notre classe, il y a des gens qui ne travaillent pas. Mais en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça ? Est-ce qu'il y a toujours eu vraiment des gens qui ne travaillent pas beaucoup ? Et si c'est le cas, parce que je pense que oui, il peut y avoir un peu un désintéressement croissant chez les jeunes, mais sur tous les sujets en fait, c'est ça le souci, c'est que ça touche même pas uniquement à l'éducation, ça touche vraiment à tous les sujets. S'il y a un désintéressement des jeunes, c'est parce qu'il y a un désintéressement de l'État dans l'éducation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'État est en train de se désintéresser économiquement, de mettre moins de moyens à l'éducation. J'en parlais même avec mon professeur, par exemple, là où on habite, il y a un nouveau campus qui va ouvrir. Ils ont reçu des subventions de l'État pendant que notre lycée a perdu, il me semble, des subventions, quelque chose comme ça. Et du coup, ça fait que l'année prochaine, il y a une classe ou deux qui vont devoir fermer. Alors, ils nous ont parlé, il y a une classe de première qui va fermer. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que je me dis, mais déjà, si on commençait par avoir peut-être des classes moins surchargées, des professeurs qui sont là, parce que par exemple, quand j'en parle avec ma petite sœur, elle me dit, oui, ça va faire bientôt 5 mois que j'ai pas de professeur d'espagnol. Ou des choses comme ça. Même l'année prochaine, j'ai entendu qu'il va encore manquer de professeurs. Donc je me dis, peut-être que au lieu de juste pointer les élèves, leur dire oui, de toute manière le niveau baisse, c'est parce que les enfants sont trop nuls, parce qu'en fait même si c'est pas ce qui est dit, c'est clairement ce que ça veut dire, comme si en fait le niveau baissait naturellement, que c'était quelque chose de complètement normal, alors que non. Et en fait, si ce niveau baisse, eh bien il faut en comprendre les causes.
En fait, c'est juste ça. Et que ces causes, ça doit être juste un désintéressement de l'État dans l'éducation, un manque de moyens, manque de professeurs. Et donc, forcément, on manque de professeurs, de gens qui apprennent aux élèves, des acteurs qui sont très importants. Et bien là, en fait, il y a un souci qui se pose. Mais moi, désolée, je suis partie un peu loin. Non, t'inquiète pas. Mais moi, autour de moi, peut-être que je suis avec que des amis qui travaillent et qu'on est toutes très investies, mais j'ai des amis qui travaillent. Enfin, je vois tout le monde beaucoup travailler. Et je pense juste que si on ressent tous un petit peu que globalement, on va dire, parce que si on prend au cas par cas, oui, forcément, mais si on fait une généralité et qu'on se dit que le niveau baisse, et ben en fait, c'est parce que il doit y avoir forcément des causes, en fait. C'est pas juste les enfants qui sont devenus bêtes d'un coup, quoi. Ouais, bah là, moi, j'aimerais bien rebondir, tu sais, de ce que tu as dit là par rapport à l'État qui subventionne moins, on va dire, les établissements. Bah, j'aimerais bien illustrer ça par rapport au collège, parce que du coup, bah, j'ai été délégué des délégués, et donc on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en tant qu'élève. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu le sais, le collège où on a été tous les deux, a une dette de 25 000 euros par rapport à un voyage. Je crois que c'était ton année. C'était mon année. Le voyage que j'ai pas fait, yes. Ouais. 25 000 euros et il y a un portail qui est cassé. Donc le portail pour entrer dans le parking des profs est cassé. Donc c'est-à-dire que tout le monde pouvait rentrer. Donc il y a un désintéressement peut-être de ça dans le sens où par exemple la mairie, l'État, c'est plutôt le département qui subventionne le collège. Et donc j'ai trouvé ça incroyable de me dire que on est en France et que ça ne soit pas réparé directement. On est quand même, c'est la sécurité de chaque élève, des professeurs, etc. Et aussi, pour le manque de professeurs, je le connais aussi, hein, ce manque de professeurs, même au lycée. Hein. Clairement, le collège, j'avais entendu ça par rapport à la prof d'allemand. Je sais pas si tu avais entendu ça, qui était pas là depuis des années. Hein. Elle était pas là. Ouais, je crois que ça fait 2 ans qu'elle était pas là et tout. Ah oui, ok. Et donc là, par rapport au lycée, moi j'ai certains profs en fait qui ne viennent presque pas. Il y a des moments ils viennent pas pendant 2 semaines, etc. Et des fois des fois on se demande mais pourquoi on n'a pas de remplaçant? Parce que des fois en fait après on nous dit oui mais vous avez un niveau qui baisse. Est-ce que c'est un peu une question qu'on peut se poser. Est-ce que le niveau baisse ou c'est à cause de certains facteurs comme le manque de profs, le manque de subventions, etc. En fait. Après, on peut, parce que je repensais à ce que tu as dit, où tu disais que oui, on pouvait comparer à d'autres systèmes. Oui. En fait, je pense que le souci, c'est que déjà, on a un peu l'impression qu'on joue avec nous comme des pions, c'est-à-dire que on le voit avec toutes les réformes du bac. Ah oui, ça, nous, les élèves, il y en a tous les ans. Et en fait, on a un peu l'impression, on teste, un coup on met les maths, un coup on les met plus, un coup, je sais pas, un coup l'épreuve, elle va être en mars, un coup elle va être en juin. Et en fait, qu'on fait... Oui, pardon, non, vas-y. Non, t'inquiète pas. Non, vas-y, je t'en prie. Qu'on fait un peu des tests constants. Et du coup, en fait, on a l'impression que même l'État ne sait pas vraiment où on va. Et ils essayent un peu, j'ai l'impression, d'implanter des nouvelles méthodes, des choses comme ça. Comme si, honnêtement, j'ai pas assez regardé, mais peut-être comme si... en fait, on a un peu l'impression que... Des fois, il y a beaucoup de personnes qui disent que de toute manière, il faudrait essayer de faire plus comme tel système, le système allemand qui marche assez bien, le système anglais qui marche très très bien, etc. Mais en fait, pour moi, en France, il y a eu un moment où le niveau scolaire était... où les gens, en tout cas, disaient que le niveau scolaire était très bon. Donc ça veut dire que... c'est possible et que ça a bien des causes quelque part. Donc en fait... Toute la réussite du fonctionnement scolaire, elle est déjà dans notre système. Et donc, il ne faut pas juste essayer d'aller chercher les solutions à droite à gauche. En fait, il faut vraiment se poser et étudier le cas et comprendre, ok, là, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment on peut le faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a manquées, qu'on n'a pas bien fait? Et moi, je pense vraiment que c'est à cause d'un manque de moyens. Vraiment. Et aussi, en fait, mais c'est ça qui est super dur avec cette question, c'est que personne ne sait ou ne veut savoir, en tout cas, d'où ça vient. On pose la question même les gouvernements, en fait, à chaque fois, tu sais, quand il y a les tests chaque année de français, etc., de langue pour voir le niveau des élèves, en fait, à chaque fois, ils disent, oui, le niveau baisse, on est à un des niveaux les plus bas où on n'a jamais été. Au lieu de... Je sais pas, au lieu
de dire ça, ouais, au plutôt lieu de agir. dire voilà, regardez, il y a ça, on a fait une étude qui montre que c'est peut-être à cause de ça, on a regardé des anciennes données, ok, on va faire ça. J'ai l'impression qu'en fait vraiment il n'y a aucune mesure, de réelles mesures qui sont mises en place. Et tout est dans la superficialité. Oui, bah, en même temps, j'avoue que les ministres de l'éducation nationale ont vachement changé ces derniers temps. Hein. Je crois que il y avait Pape Ndiaye avant, là on était passé sur Gabriel Attal, ensuite Oudéa Castera qui est resté combien de temps? Je crois 3 semaines, ouais, voilà, jours, tu vois. Elle est vraiment pas Franchement, et là je ne sais plus du tout son nom à la nouvelle, mais pour l'instant j'en ai pas vraiment entendu parler de ce qu'elle allait compter faire. Ce qu'elle compte faire plutôt, ça fonctionne de ce sens-là. Mais oui, c'est sûr, là, le changement de réforme, par exemple, au bac, etc. Enfin, franchement, il faut se poser la question de pourquoi un tel changement sans vraiment changer les choses. Ouais, et vraiment, enfin, moi, je trouve ça triste, hein, en fait, vraiment, cette question, en fait, ça me fait un peu déprimer de me dire pourquoi ça change pas, etc. Après, est-ce qu'on peut trouver une explication à ça? Par exemple, je sais pas, par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup d'études en ce moment, que la santé mentale des jeunes baissait énormément. Est-ce que tu penses que ça pourrait être dû à ça, je dirais pas un relâchement, pas du tout. Je dirais plutôt un manque de... De trouver un intérêt dans l'école. Oui, exactement. Et dû à la santé mentale. Oui. Oui, alors je pense que oui, c'est sûr, il y a la santé mentale des jeunes pour en faire partie. Enfin, c'est un sujet très complexe et en fait, une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui souffrent dépression, troubles du comportement alimentaire. Enfin, vraiment, j'avais entendu un homme qui en parlait à la radio. Il disait, en fait, il parlait plus des troubles du comportement alimentaire. Il disait, c'est une épidémie silencieuse. Et je pense que vraiment, la santé mentale, c'est... L'affect de la santé mentale sur les jeunes, c'est vraiment une épidémie silencieuse. Et je pense que ça peut clairement avoir un impact parce que le nombre de personnes qui me disent que oui, il y a une fille, elle me racontait que l'année dernière, elle n'a pas réussi sa première parce que, enfin, elle a failli ne pas réussir sa première parce qu'elle était en dépression. Dans ma classe, il y a 2 filles qui sont parties en cours d'année parce qu'elles avaient des troubles du comportement alimentaire et qu'elles ont dû être hospitalisées. Donc, je pense que vraiment, il y a un souci et que c'est pour ça en partie. Donc en fait, pour moi, c'est peut-être pas la cause principale, mais enfin, c'est pas la cause principale du. Mais ça peut être c'est une de ces causes. Enfin non, en fait, c'est pas vraiment ce que je pense. Je pense que une des premières causes du fait que le niveau baisse, même si encore une fois, que le niveau baisse, c'est qu'il y a un manque d'investissement dans l'école. Bien sûr. Et si étant donné le manque d'intérêt peut-être que les élèves peuvent avoir dans l'école, parce qu'on pourrait se dire que les élèves ils pourraient vraiment être à fond dans l'école et se dire oh là là mais le système ne va pas, on va le réformer et pas juste être un peu passif devant la situation, parce que même moi je le suis, enfin je suis passif, qu'est-ce qu'on peut faire là devant ça? Après c'est peut-être un parcours de vie, hein. C'est dû à la santé mentale en fait, un manque d'intérêt. C'est vrai que la santé mentale des jeunes va de plus en plus mal. Oui, mais en fait, pour contrer contre ça, c'est pas forcément... Enfin, en fait, je pense, tu me dis si tu me trompes, pour moi, en fait, quand il y a une maladie mentale, ça peut ne pas se voir forcément aux premiers abords. Ouais. Donc c'est ça un peu... j'aime beaucoup ce terme de épidémie silencieuse parce que vraiment, ça caractérise très bien ça. Dans le sens où vraiment, on peut... Si une personne n'a pas envie d'en parler, une personne essaye de un peu mettre un masque derrière cette situation, on ne peut pas le voir. Donc c'est pour ça que je pense que un soutien plus approfondi avec des psychologues, des psychiatres, etc., en donnant des aides par rapport pour ça, je crois qu'il y avait ils essayent un peu de faire ça, je crois, pour rembourser les psychologues, parce que 50 € la séance, ça peut faire cher à la fin. Donc vraiment, je pense un soutien plus approfondi avec eux, je pense que ça pourrait être pas mal. Après, on a du coup cet aspect donc pas la maladie mentale, qu'est-ce que je raconte, de problèmes, waouh, je perds mes mots là. Donc tu me disais par exemple des dépressions, etc., des troubles alimentaires, c'est ça? Oui. Voilà. Et bien là, ça pourrait être vraiment dû, je pense, à ce manque pas de rigueur, mais vraiment pas, parce qu'on peut pas dire à ces élèves-là ils sont nuls. Oui, c'est pas à cause d'eux, c'est à cause de... C'est des maladies. C'est comme des fois j'entends des gens dire oui, mais c'est qu'un problème de volonté. Si elle avait un peu de volonté, elle s'en sortirait. Mais ça marche pas comme ça. Une personne qui se casse une jambe, on va pas lui dire recours un petit peu, tu vas avoir avec un peu de volonté, ça va. Non. Et je pense que
oui, il y a vraiment un souci. Et ouais, c'est pas assez représenté. Et le fait que je pense qu'à l'école, on devrait beaucoup plus en parler. Vraiment beaucoup plus. D'accord. Peut-être des sensibilisations, etc. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, étant donné que. Enfin, des dépressions, il y en avait déjà avant, mais on va dire que j'ai pas l'impression que c'était autant représenté comme ça l'est aujourd'hui. On parlait pas aussi facilement du fait d'aller chez le psychologue ou de voir une psychiatre ou des choses comme ça. Et du coup, je pense que là, le fait qu'on en parle plus, ça pourrait aider à on en parle plus, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, mais ça pourrait aider à ce qu'il y ait des vraies mesures qui soient prises par rapport à la santé mentale chez les jeunes. Mais cette absence de tabou, c'est quand même bien, je trouve. Par exemple, moi, quand j'allais voir un psychologue, franchement, moi, je pouvais le dire librement à une personne. J'avais pas peur qu'on me juge. Non, j'avais pas peur qu'on me dise, ouais, t'es un fou, tu vas avoir un psy. Ouais. Maintenant, il y a plus ce tabou, et ça, je suis vraiment très fier de ça, franchement. Ouais, franchement, c'est trop bien. Bon, je pense qu'on peut passer à notre deuxième thème, parce que vraiment, le premier thème, je l'ai vraiment adoré. Alors, moi, je te dis franchement... C'est trop bien, j'adore parler de ça. Enfin, de sujets de société comme ça, parce que, en fait, pour moi, le souci avec la manière dont le gouvernement traite l'éducation, c'est que on ne demande même pas l'avis aux jeunes. En fait, on est les premiers concernés. Alors, on pourrait me rétorquer, oui, mais de toute manière, les jeunes n'ont pas encore assez appris de la vie pour donner leur avis. Mais à un moment donné, quand il y a des réformes qui sont faites, en fait, je parle même pas de faire un sondage pour savoir ce qu'en pensent les jeunes, mais juste, j'avais vu ce qui s'était passé avec la Convention pour le climat, où en fait, il me semble qu'ils avaient réuni, je crois que c'était, je vais pas dire de bêtises, énormément de personnes, mais des citoyens de tous bords, en fait, tu étais tiré au sort sur des listes et tu venais. Et en fait, c'était pour proposer des mesures afin de réduire les impacts du réchauffement climatique. Et c'était en fait c'était la Convention pour le climat en France. Bon, ce qui se passe, c'est que les mesures n'ont pas du tout été écoutées. Mais je me dis, si jamais il y avait des choses comme ça qui étaient mises en place en France, où vraiment on fait venir on fait venir des étudiants de tout bord, de tout milieu social, et qu'en fait on les réunit pour leur demander leur avis. Pour leur demander, voilà, pour vous. Mais bien sûr, on les guide, on leur dit. Parce qu'en fait, pour la Convention pour le climat, il y avait des spécialistes, il y avait des membres du GIEC qui étaient venus, qui avaient dit voilà, c'est ça les risques, c'est ça ce qu'on conseille de faire, des scientifiques, des chercheurs. Et là, je me dis, si vraiment il y avait des personnes qui venaient, même des professeurs, et qu'on. Vraiment, tout le monde parle ensemble et essaye de trouver des vraies mesures qui pourraient permettre à toutes les personnes de tous les milieux. De tout milieu social, pardon, de venir, et bien là, pour moi, ce serait génial. Peut-être que je vis dans le pays des bisounours, mais bien sûr, tout sera pas réglé d'un coup d'un seul. Mais je me dis, si déjà on commençait à bâtir, à mettre les pierres pour bâtir un monde, ouais, non, vraiment là, ça fait très idéalisé, mais pour bâtir un monde qui serait quand même... Ouais, non, mais des petites choses comme ça pourrait faire un truc. Ça pourrait être génial. Je pense. Donc le deuxième thème, donc là c'est l'évolution de la jeunesse. Donc l'évolution de la jeunesse, par exemple, on peut parler un peu on va parler d'ailleurs, parce que là je ne parle pas au passé, hein, mais on va parler donc par exemple de la primaire au lycée, à la faculté maintenant, tout ça, etc. Et aussi, on peut, alors là on pourra un peu plus s'écarter si tu veux du sujet pour un peu parler de l'évolution des jeunes, mais plutôt à échelle à une plus grande échelle. Voilà. Ok, oui. Ok. Donc, à ton avis, alors qu'est-ce que tu en penses, par exemple, si on commence déjà à la primaire? Parce que maternelle, je pense pas qu'on a vraiment beaucoup de souvenirs. Ouais. Donc c'est pour ça que la primaire, je pense, c'est déjà des souvenirs très lointains. Ça va un petit peu mieux. Mais donc la primaire, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que c'était une bonne période? Tu trouvais cette période? Est-ce qu'il y avait trop de travail? Qu'est-ce que tu en pensais de cette période? D'un point de vue personnel? Oui, d'un point de vue personnel. Ok. Alors, j'ai toujours été très scolaire. Enfin, j'étais pas scolaire. Je réussissais bien à l'école sans forcément fournir énormément de travail. Donc ça, c'était assez sympa. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu où toujours, depuis petite, j'ai été très stimulée, etc. Et du coup, en fait, quand j'étais à l'école primaire, je trouvais un intérêt derrière. Même si j'aimais pas forcément ce qui était en train d'être fait, je me disais, bon bah voilà, au moins je vais apprendre à faire ça va être cool. Enfin, j'essayais de trouver mon petit intérêt. Et en fait, j'étais un peu tout le temps dans la moyenne. Enfin, j'avais tout le temps, j'avais genre 14, 15, tu vois. C'était pas, en fait,
c'était pas excellent pour de la primaire, mais c'était... Oui, moi j'en ai souvenir, bien. oui c'était bien, genre j'étais dans la moyenne. Mm. Et j'en ai un assez bon souvenir. J'ai pas eu l'impression que... C'était une mauvaise période? Ah non, Non, c'était pas pas, du tout. non, non, pas du tout. C'était pas une mauvaise période, je l'ai Ah, pas c'est mal bien. vécu. Franchement, c'était vraiment génial d'apprendre des choses. Alors, je dois t'avouer que j'en ai pas énormément de Oui, en souvenirs même non temps, plus. j'avoue qu'à la fin, Ouais, ouais. enfin les années passent et... Je- Mais je- c'était très ludique pour moi, enfin je trouve que Ouais, c'était ouais. très ludique. Il y avait et c'est vraiment, je trouve que... Bah moi j'ai eu des profs, bon, ceux qui vont se reconnaître, des profs qui sont vraiment admirables, des personnes qui sont là pour apprendre Ouais. et qui vraiment donnent envie d'apprendre. Mm. Bon, là, pour faire référence à ça, j'ai eu la chance de pouvoir faire une intervention à mon ancienne primaire Ah, sur génial. le collège, pour expliquer comment ça se passe le collège. Ah, c'est trop bien. Et du coup, j'étais trop content, j'ai revu mon ancienne école, etc. J'ai encore en contact d'ailleurs avec ma prof de primaire parce que vraiment, cette prof, c'était incroyable. Ah, Elle avait bien les des professeurs cours. qui marquent Mais comme oui, ça. c'était des cours que j'adorais. Bon, bien sûr, on en reparlera dans un prochain podcast sur la nostalgie parce que, bon, bah, cette amie-là, je la connais depuis la primaire, donc Ah, ok. c'est vrai que c'est vraiment une amitié. Bon, elle se reconnaîtra, je pense, dans ça, mais vraiment, cette période-là, moi, je l'ai vraiment adorée. Vraiment, c'est Ah une ouais. période trop joyeuse. L'innocence, Oui, le oui. bonheur, en fait, j'ai l'impression. Regarder des dessins animés, etc. Franchement, je me rappelle, genre, quand je prenais mon petit déjeuner en train de regarder Peppa Pig, etc. Quelle bonne période, Quelle finalement. bonne période. Quand on faisait Finalement. des coloriages magiques au lieu de faire des équations. Ouais, ouais. Et le collège. Si on passe au collège. Alors, le collège, ça a été assez mouvementé Ah, pour ouais. moi. Je pense en fait pour tout le monde en soi, Ouais, je parce pense. que c'est tellement un changement On est énorme. d'accord qu'il y a vraiment une très très grosse différence entre le CM2 et la 6e. Ah oui, ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir, Ça merci. n'a rien à voir. Alors en fait, moi, ça a été assez particulier parce que j'ai fait ma rentrée de 6e en septembre, comme tout le monde, et ensuite en janvier, début janvier, en fait, j'avais déménagé. Ah. Et je suis Oui. partie, j'ai déménagé Oui. dans la ville où je vis actuellement. Et du coup, ça a été vraiment un gros changement parce que j'ai vécu avec mes amis d'enfance. Ah oui, En ah fait, oui. je vivais avec mes amis d'enfance depuis que j'avais 3 ans, Ouais. 4 ans. Et en fait, là, le fait de perdre des amis que j'avais Mais depuis oui. mais tellement longtemps, c'était très très Parce qu'au dur. collège, enfin, moi j'ai Ouais. retrouvé des gens que j'avais connaissais de la primaire, donc moi je me disais, je me sentais bien, enfin, Ouais, c'est ça. je me sentais à l'aise parce que je connaissais ces gens. Mais là, oui, c'est sûr, si tu connaissais plus personne, sauf que le collège, tu te sens petit, hein, parce que tu deviens les plus petits, alors qu'avant t'étais les plus grands. Et là, en fait, mes amis que je connaissais depuis 7 ans, avec qui je passais toutes mes... Toutes les après-midi. toutes mes après-midi, mais parce que vraiment il faut savoir que j'ai grandi dans un petit village de 800 habitants, c'était un cocon, tout le monde se connaissait, et du Ah, coup, c'est bien c'était- ça, non, tu peux sortir Ah ouais. sans Ah te oui, dire on oui. sortait, mais je disais ok, j'y vais, et juste je sortais et j'allais dans la forêt avec mes amis et Ah, tout. C'était... putain. Ah, mais c'était vraiment. Là, tu vois, quand on parle de nostalgie, c'est vraiment ma nostalgie, ça. Mais du coup, ouais, le changement a été très très brutal et je l'ai super mal vécu. Douloureux aussi. Ouais, douloureux. Vraiment, c'était. Parce que ça fait mal de tout perdre d'un coup. Ouais, En tu- plus, parce que bon, mes parents, peut-être. Je les aime beaucoup, mais la manière dont ça a été annoncé n'était pas la meilleure. C'est-à-dire qu'en fait, on était au restaurant et on était dans la ville où je vis actuellement. Et en fait, ils nous ont dit bah voilà, on est là pour visiter le nouvel appartement. Et j'ai appris le jour où on visitait l'appartement. C'est pas très fort. Le jour où on a visité l'appartement, j'ai appris que je déménageais en fait. Du coup, bah, je Ah visitais oui. l'appartement et je pleurais. Donc c'était pas. Ah, ouais. C'était pas hyper cool. Mais bon, après, je me suis faite Une raison des amis. Enfin, je me suis fait une raison. Je me suis dit, bon, Bah, voilà, t'as faut- recréé des. Enfin, Ouais, t'as fait j'ai d'autres recréé des amitiés. amitiés, etc. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Après, en vrai, je pense que c'est plus facile en 6ème, tu vois, parce que tout le monde vient un peu de tous les horizons. Enfin, tous les horizons, enfin, toute l'agglomération finalement. Ouais, c'est pas non plus. ouais. Enfin, pas une personne qui vient des États-Unis, mais. Ouais, c'est sûr. Ah, bah, moi, j'en connais une. Hein. Ouais, qui est venue au collège. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est dans la Oui, minorité, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais donc, oui, donc là, c'est un peu une période où personne, enfin, tout le monde ne se connaît pas. Donc, en vrai, je pense que tu as une certaine facilité quand même, on va dire, à s'intégrer quand même. Hmm, Donc, c'est assez bien. Mais à part ça, les autres années aussi, ça allait, tu trouves? oui, alors moi, j'ai un peu eu des soucis avec certaines amitiés, etc. Du Mm. coup, c'était un peu. Bah, tu forges des amitiés, et, enfin, tu découvres un peu le monde de l'amitié aussi. Ouais, c'est ça. Des moments où il y a des trios à 3 et du coup. Enfin, des trios à 3. C'est Oui, un ouais, peu ça logique. veut dire- Il y a des trios et finalement, ça fonctionne pas. Ah, les trios, c'est très compliqué. Ah, les trios, c'est particulier. Faut Faut être vraiment- préparé, faut être ouais, préparé. Mais du coup, c'était un peu des moments où ça pouvait être un peu compliqué. Mais sinon,
Oui, c'était un bon Non, souvenir. sinon c'est un bon Un souvenir. bon souvenir, d'accord. Ouais, franchement. Parce que moi, vraiment, les 6e, 5e, vraiment, je l'ai adoré. Moi, la seule année que j'ai pas aimé, c'est la 4e. Je ne sais pas pourquoi, cette année-là, il y avait personne que j'aimais bien dans la classe, on va dire. Dans le sens, enfin, c'était pas que je les aimais pas, mais c'est juste que je connaissais presque personne. Enfin, je les connaissais, mais tu sais, je leur parlais pas. Ouais. Je me sentais seul, mais une solitude, c'était horrible, vraiment. Enfin, franchement, le seul moment où genre j'étais heureux dans la semaine, c'est quand j'allais au théâtre, du coup. Ouais. Franchement, et parce qu'on ne peut pas être triste au théâtre. Le théâtre, C'est ça. tu es Peut-être joyeux. t'es obligé. Tu es joyeux. Let's go. Et donc, vraiment, bah, cette période-là, je l'ai pas trop aimée. Mais après, la 3e est arrivée et tout allait mieux. Et Ah, la ensuite, 3e c'était une bonne année. Bah, attends, ouais. vas-y, je te laisse. Là, non, mais la 3e, franchement, j'ai adoré. Hein. Franchement, la 3e, j'ai réussi à créer des amitiés avec d'autres personnes. Et franchement, ça a vraiment créé une chose. Parce qu'en fait, moi, 3e, enfin, en fait, le Covid est arrivé, j'étais en 4e. J'ai oublié le Covid, ouais. J'ai pas, ouais, Oui, toute j'avais une oublié. période ça. Oui. Du coup, j'ai pas eu vraiment de 4e, enfin, fin de 4e, je travaillais mes cours, mais de loin, quoi. Et ensuite, 3e, du coup, en fait, c'est hyper flou cette période pour Mais moi. moi, c'est 6e, 5e, je crois. Mais... Bah, ouais, voilà, bah oui, ça colle alors. Et du coup, bah, pour moi, en fait, je suis arrivée en 3e, et tu sais. On était en cours, mais une moitié de semaine, quelque chose comme ça. Non, mais Et là, oui. c'était balancé. Je me rappelle plus exactement. Mais du coup, j'ai eu un peu une année fragmentée entre plusieurs petits moments. Je me rappelle que je suis arrivée au brevet. Je savais même pas c'était quoi la révolution russe, etc. Enfin, je me rappelais même pas de choses comme ça, tu vois. Et des trucs qui sont bêtes. Ah, ça m'a marqué. Je sais pas pourquoi la révolution russe, je me souviens pas. Je sais pas pourquoi. Mais du coup. Ouais, franchement, bon souvenir, ça va. Bah, ça va. Maintenant que j'ai le recul, je me dis ça allait. Là, ça pouvait paraître un peu dur quand je vivais certaines choses, mais là, ça va beaucoup mieux. Parce que moi, vraiment, le Covid, voilà. Bah, en fait, maintenant, j'y repense. En fait, on parle de ça, je repense à ces années-là, finalement. Ah, mais là, en fait, cette Il y avait année-là, le Covid, quand j'ai dit que j'aimais le bien, Covid, j'ai oublié exactement. de dire ça. Non, mais le Covid, bah, moi, c'est juste que vu que ma mère, elle était considérée comme personnel soignant, et ben en fait, ils autorisaient des élèves qui avaient des parents en personnel soignant à venir au collège quand il y avait personne. Sauf que Ah oui, il y avait combien de personnes ça. Il y avait combien de personnes il y avait combien de personnes dans le collège? Une, moi. T'étais tout seul. Tout seul dans le collège, et donc je travaillais même pas, j'allais sur internet, je regardais YouTube, tu vois la perme, bah j'allais, Oui. et des fois il y avait des surveillants qui disaient ça va, tu vas bien, etc. Et tu restais tout seul dans la Oui. ferme. Oh, mais quelle horreur. Mais c'était horrible. T'as bien vécu ça ou pas du tout? Bah franchement ça allait en fait, franchement c'était vraiment, t'étais une journée où tu regardais des films, tu sais pas grand chose finalement. Mais en plus moi j'ai pas eu des profs qui me donnaient beaucoup de travail pendant le Covid. Je crois que j'ai eu ma prof de français qui a fait une vidéoconférence, c'est tout. Ce sont les autres trucs, oui, vraiment, c'était assez mal. Après on était au collège. Après on est était au collège, donc je pense après, je sais pas du tout comment ils ont vécu au lycée cette chose, s'il y avait plus de cours à distance, etc. Bah, je pense. Hein, Bah je pense parce que c'est des bac, cours plus importants on va dire qu'au collège. Bon t'as le brevet, mais bon le brevet maintenant il va dire qu'il est plus facile je pense qu'avant, parce que moi 0 date en histoire, 0 date, j'étais triste. Mais j'ai eu 0 date, moi je me suis dit mais j'ai avoir des dates, j'ai appris toutes les dates par cœur, 0. Ouais. Vraiment, j'étais vraiment déçu quand même de ça. Le brevet m'a déçu. Je pensais qu'il était plus dur. Mais j'ai quand même eu mention assez bien, j'étais pas excellent. Ouais, ok, mais ça va. Je suis content quand même, on va dire. Et le lycée, bon, alors moi le lycée, je vais pas être très... je vais pas pouvoir dire beaucoup de choses parce que là c'est ma première année, mais en tout cas, je vais pouvoir dire de ce que je pense de ces premiers mois, on va dire. Enfin, même si là c'est la fin d'année. Oui, non, c'est fini. Vraiment, nous, on a la date, c'est le. Bah, nous, c'est le 11 juin. Ouais, Ouais, tout le le 11 juin. monde Parce que vous avez les oraux juste après, je crois. Non, on a le bac. Pas du tout, c'est pour la première. C'est la semaine d'après. Voilà, on n'a pas du tout des. Voilà. Mais donc, le lycée, qu'est-ce que t'en penses de. Bah, là, vraiment, c'est ta fin, donc c'est un peu beau. C'est un peu beau d'en parler. Franchement, c'est très bizarre. En fait, j'en parlais avec une amie, mais ça fait écho d'ailleurs à ton prochain sujet. Pour moi, le lycée, là, tout ce que je suis en train de vivre, c'est une pré-nostalgie. En fait, je savoure chaque instant parce que je me dis, mais vraiment, bientôt, ça va paraître hyper simple, dit comme ça, mais bientôt tout est fini en fait. Et du coup, j'essaye de me rattacher un petit peu à tout, et les moments où j'ai pas très envie, où je me dis, oh non, pas ça et tout, et ben je me dis, non, mais Léa, vraiment, là, bientôt ça va te manquer tout ça. Surtout qu'on a les résultats Parcoursup jeudi prochain. Ah, tu stresses un peu? Bah oui, depuis comme temps, oui. Je stresse parce qu'en plus, j'ai appris que j'avais pas été acceptée dans une de mes écoles. Du coup, j'étais assez triste quand même. Logique un peu. Ouais, logique, assez beaucoup. Mais bon, là, le coup est passé, mais j'espère juste ne pas avoir de prochaines déceptions. Mais sinon, le lycée, franchement, je l'ai bien vécu. Des bons profs? Ouais, franchement, des bons profs. Que des bons profs, quasiment.
Mais forcément, il y a des des petites exceptions. exceptions. Voilà. Mais dans la globalité, franchement, cette année, j'ai que des... Ouais, des amis. En plus, c'est des amitiés, je pense, qui vont rester. Pour moi, vraiment, je crois que j'ai vu une étude comme ça, je crois. Avec des profs? Non, Ah, non, ok. pardon, oui. Quiproquo là. Non, par rapport aux camarades. On va dire, ces personnes-là, en fait, finalement, je pense que cette amitié-là, en fait, elle va rester plus loin. Elle va rester plus loin, je pense. Et en plus, bon, après là, je pense que ça va faire même bizarre pour toi. Tu vas te dire, c'est la dernière année où je suis obligé en soi. Enfin, pas obligé, mais on va dire, c'est la fin en soi de l'éducation nationale, on va dire. Oui, parce je qu'après, comprends, parce qu'après, c'est les études sup. Mais après, ça donc, dépend où tu vas. Mais... Oui, mais donc là, Oui, c'est la fin d'un cycle. Tout un cycle. Ça fait peur ou pas, ça, de te dire ça? C'est... Université. Ouais, c'est bizarre. Non, c'est un peu étrange parce qu'en plus, en fait, j'ai mis des hippocagnes, donc des prépas littéraires, et j'ai mis des licences de sciences politiques, de droit, etc. Donc en fac, en université. On est ensemble pour la science politique, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai mis ça. Donc, en fait, ça va être vraiment deux mondes différents. C'est-à-dire que si je suis prise dans les prépas où j'ai envie d'aller, ça va être un peu une continuité du lycée, même s'il y a beaucoup plus d'enjeux. Mais ça va être un peu une continuité. Alors que si je vais en fac, vraiment là, la fac, apparemment, pour en avoir parlé avec énormément de monde, c'est un monde complètement différent. C'est-à-dire que, en fait, apparemment, on m'a dit, si jamais tu es déjà indépendante au lycée et que tu travailles déjà par toi-même, etc., ça va. C'est juste pour les personnes qui ne travaillent pas, c'est vraiment super dur. Et aussi, faut pas oublier que les profs, c'est même plus comme au lycée où tu as une certaine proximité même quand même. Ouais, c'est ça. Parce que même si, bon, c'est différent par rapport à la première, tout ça, toutes les étapes qu'on a dit, franchement, les profs, ils sont beaucoup moins présents pour chaque élève qu'au lycée. Franchement, au lycée, des fois, ils sont super sympas, des fois, ils sont très compréhensifs. Souvent, des fois, on a même des profs hyper jeunes, etc. Donc, on peut même des fois discuter avec eux. Vraiment, c'est parfait. Mais bon, l'université, je pense que ça va faire un énorme chamboulement. Ouais, c'est vrai. Université, oui, ça va être différent. Mais par contre, pour la prépa littéraire, apparemment, pour en avoir entendu beaucoup d'avis, c'est vraiment continuité du lycée. Ouais, mais c'est vraiment des cours un peu de tout. Ah, prépa littéraire, en fait, t'as des cours de philosophie. En fait, c'est... Enfin, comment t'expliquer? C'est... j'ai plus le mot. Pluridisciplinaire. C'est-à-dire que tu... Je te l'aurais jamais dit. Vraiment, je l'avais pas là. C'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tu vas avoir des cours de philosophie, tu vas avoir des cours d'histoire-géographie, tu vas avoir des cours de lettres, des cours de langue, des cours de grec si tu prends, des cours de latin, etc. Ah oui, c'est beaucoup la langue. Et en fait, mais c'est vraiment un peu de tout, sauf que bon, forcément, il n'y a pas de sciences, parce que c'est une prépa littéraire. et ensuite, l'année d'après, donc la deuxième année, tu te spécialises, et en fait, en fonction de ta spécialisation, soit tu choisis des matières que tu préfères ou des choses comme ça. Et en général, après les prépas littéraires, les gens veulent entrer à Normal Sup. Et du coup, voilà, on verra bien où ça me mène si je prends ça. Mais il y a des prépas que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. On verra bien. Ok, bon bah là on va passer au troisième sujet qui est un peu pas... Enfin, il n'a pas grand chose à voir là, la transition n'est pas forcément super bien en fait. T'inquiète. C'est un peu ma faute, là on va parler des médias et de la jeunesse. Donc par rapport à l'impact des médias à la jeunesse, l'influence qu'elle a, l'impact je viens de le dire, l'emprise des réseaux sociaux au niveau des jeunes, etc. Donc les réseaux sociaux c'est quelque chose qui émerge beaucoup ces dernières années. Franchement les... Instagram, TikTok, etc. Pour citer, on en a vraiment, je pense, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie maintenant. Alors que je pense qu'il y a quelques années, ma grand-mère, c'était pas du tout pareil, franchement. Et donc, les médias, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est bien pour les jeunes, déjà? Alors, médias, on l'entend au sens réseaux sociaux ou par exemple des... Là, j'aimerais plus m'intéresser, là, parce que là, j'ai commencé directement sur les réseaux sociaux, mais vraiment, d'abord sur les réseaux sociaux. Ok, sur les réseaux sociaux. Question un peu complexe. Oui, bien sûr. Alors en fait, pour moi, il y a un souci. Enfin, je ne suis vraiment pas pour les réseaux sociaux. Ça peut avoir de très bons côtés, mais il y en a de... Pour les plus jeunes, pour les très très jeunes, non. Ah oui, pour les très... Non, mais pour les très très jeunes, parce que, la question se pose même pas. J'avais vu un truc une limite numérique, une majorité numérique. Toi, t'aimerais la fixer à quel âge, par exemple? Si tu veux choisir une majorité où tu as le droit d'avoir un téléphone, d'avoir les réseaux sociaux, quel âge serait-il? Sachant que normalement, il y en a déjà un à 13 ans. Oui, c'est ça, mais bon, est-ce que tu veux le mettre en... Plutôt 15 ans, inférieur? Non, je sais pas, en fait. Ah, c'est compliqué cette question, en fait. Je suis en train de me poser la question, mais 14 ans, 13, c'est le minimum. En fait,
Avant... Moi, après, bon, c'est mon avis personnel, mais mes enfants, ils auront un téléphone quand ils rentreront au collège, comme moi, quand ils au auront collège, 11 ans. pour moi, c'était toujours comme ça. Enfin, on a toujours dit, t'as un téléphone au collège? Alors oui, mais sache que de plus en plus, je vois des enfants qui ont 7 ans. Non mais moi j'ai vu ça en primaire. Non mais en primaire, non mais c'est pas possible. En primaire, genre tu vas faire quoi? Mais c'est un fléau. Mais pour moi, c'est vraiment... Si on se reconcentre un peu plus genre, sur l'aspect réseau social, c'est vraiment très dur. Parce que là, par exemple, quand je vois des fois le déferlement de haine qu'il peut y avoir, je me dis, mais si, oh mon Dieu, si j'avais eu un téléphone à 7-8 ans et que j'avais vécu tout ça, ça pourrait être super compliqué. Et rien que... En fait, c'est que de la comparaison, les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est un monde un peu superficiel. C'est un monde superficiel. Dans tous les cas, on ne peut pas dire que c'est naturel. Les réseaux sociaux n'est pas naturel. C'est sûr, c'est pas naturel. En fait, tu vas sur les réseaux sociaux parce que tu t'aimes bien voir la vie des gens, etc. Et je vais même pas mentir, même moi, j'aime bien des fois... mais tous les jours, en fait, je vais sur Instagram. Mais c'est la première fois que je fais en me levant, moi. Donc, dans tous les cas... Tu vois, c'est ça. En fait, tu te dis, t'as besoin d'avoir ton shot de dopamine. Et en fait, mais vraiment, c'est ça. J'ai étudié ça en philosophie et c'est vraiment... ils ont court-circuité ton circuit de la récompense. Et en fait, dès que tu regardes Instagram, et bah, d'un coup, tu vas ressentir vraiment de la joie et tu vas découvrir des contenus que tu connaissais pas avant, etc. En vrai, c'est très fast. Dans le cas aussi, t'as une certaine rapidité d'avoir tout très vite, etc. C'est d'un coup, en fait, t'as tellement d'informations, il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent à toi. Mais c'est vraiment nocif. C'est vraiment nocif. Et les médias, parce que du coup, j'avoue, quand j'ai fait le plan, j'avoue, j'ai pas vraiment fait cette différence entre les médias et les réseaux sociaux, mais maintenant je la vois beaucoup plus. Ouais. Les médias, qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis des jeunes? Donc, les médias, pour un peu plus définir aux auditeurs, je pense qu'on définira ça plutôt, on va dire, les médias tels que France Info, BFM TV, tout ça, les choses comme Le Monde, etc. Oui. Si j'en cite pas plus, c'est parce que vraiment j'en ai pas qui viennent en tête. Oui, t'inquiète pas. Même les journaux, non, parce que c'est papier, mais je veux dire. Non, mais maintenant, même Le Monde, c'est numérique. Hein, oui, oui, c'est vrai que Le Monde, tu peux le voir aussi en papier. Presque tous les médias sont aussi en papier, presque tous. Hein, mais après, de plus en plus. De plus en plus, c'est sur le téléphone. Oui, de toute façon, c'est plus rapide, on va dire. Oui, pour avoir... Et donc, ces médias-ci, pas forcément... On va pas se concentrer sur un média particulier, mais tous les médias, est-ce que tu trouves que c'est bien pour les jeunes? Alors oui. En fait, ça dépend. Encore une fois, c'est complexe. Faut que ça soit neutre? Faut que ça soit neutre? Oui. En fait, ça dépend, parce que tu as différents types de médias. C'est-à-dire que tu vas avoir des médias d'opinion, il y a des chaînes, etc. C'est clairement... c'est pas de l'information, en fait, c'est juste... Ils donnent leur opinion. Ils donnent très clairement leur opinion. Et en fait, pour moi, un média neutre, ça n'existe pas. Je suis des médias qui essayent vraiment d'être neutres, et même quand ils essayent d'être neutres, forcément, ils peuvent pas parler de tout. Donc il va y avoir une sélection des sujets qu'ils trouvent les plus intéressants. Donc forcément, c'est pas possible d'accéder forcément directement à la neutralité. Mais je suis un podcast qui est super intéressant, ça s'appelle Le Crayon, et en fait ça a été fait par... Ah bah oui, Le Crayon. Oui, c'est ça. Ça a été fait mon par... concurrent. Mais c'est mon concurrent. Mon concurrent. Ça a été fait par plein de... mais j'adore leur format, franchement, leur format. Et ça fait rencontrer en fait des personnes qui ont vraiment deux opinions très distinctes. Oui, et c'est comme ça qu'ils essayent de pas avoir de couleur politique, si on peut dire. Ouais, mais quand même, en fait, des fois, il y a des sujets, ça se ressent qu'ils sont plus de tel bord ou de tel bord, etc. Pas forcément que pour Le Crayon, mais pour plein d'autres médias qui essayent d'être neutres. Donc pour moi, la neutralité, ça ne s'attend pas, c'est pas possible. Et donc l'impact sur les jeunes, du coup, tu trouves ça bien pour les jeunes, les médias? Oui, mais à un certain âge. Je partage cet avis d'ailleurs pour dire ça. À un certain âge aussi également, je suis d'accord avec toi, parce que franchement, l'information, c'est bien aussi de les donner aux jeunes, parce que en fait, sinon, ça voudrait dire qu'à 18 ans, en fait, ils vont découvrir la vie, ils vont découvrir tout ça. Enfin, franchement, un peu plus, bon, de toute façon, ça fera une très bonne transition pour le quatrième sujet, par rapport à la politique, vraiment, les enfants, on va dire que, franchement, je pense qu'un enfant de 7 ans ne sait pas la politique, on ne connaît pas le monde de la politique, et c'est normal. Ce que je veux dire, c'est par rapport à une personne qui vient d'avoir 18 ans, s'il n'a pas été confronté aux médias, qui n'a pas regardé les médias, et en fait, il va voter, mais il va voter pourquoi? Il va connaître ce milieu-là, ce milieu qui est des fois incompréhensible, ça on va pas se le mentir, c'est très très compliqué à comprendre. C'est pour ça que d'ailleurs tu as tes études de sciences politiques, parce que c'est tellement compliqué à comprendre qu'il faut des études clairement pour bien comprendre. Et donc les médias, pour moi, ça apporte un peu cette information de un peu vulgariser
toutes les informations qu'on voit, par exemple, je pense à Hugo Décrypte, J'ai pensé à voilà, la même chose. directement, hein, Le qui parle king. vraiment beaucoup aux jeunes. Et franchement, il vulgarise, enfin, je pense qu'on peut parler de vulgarisation pour, Oui, enfin, pour Hugo Décrypte, Ouais. qui vulgarise du coup toutes les informations et qui nous les apporte d'une manière un peu plus simple, même s'il n'est pas forcément dans l'intimité du dossier à chaque fois, mais en fait, il nous donne les informations les plus importantes. Comme ça, nous, on peut savoir les informations et comme ça, on va pas tomber dénu si on sait l'information. Ah ouais. Et je trouve ça bien. Mais par exemple, en tant que média neutre, je pense que Hugo Décrypte se place assez bien. Enfin, Oui. c'est vraiment une chaîne d'information, c'est-à-dire que c'est pas du tout de l'opinion. Enfin, en tout cas, je le ressens pas du tout comme ça. J'ai pas l'impression qu'ils essayent de t'imposer une manière de Bien penser sûr. ou des choses comme ça. C'est vraiment juste. Toujours d'après d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très important de toujours rappeler qu'il ne dit jamais ça s'est passé comme ça, il dit toujours d'après tel journal. Et c'est très bien, je trouve. Ouais, franchement, c'est génial. Et il a plein de sources différentes. Mais au niveau des médias pour les jeunes, je pense que. Il n'y en a pas assez pour moi. En fait, pour moi, il faudrait vraiment que dès le collège. Parce qu'en fait, je vais prendre un peu mon exemple. Mhm. Non, pas juste un exemple, mais je vais prendre mon cas parce que c'est celui que je connais le plus. Je me suis informée par moi-même. Enfin, c'est moi-même qui me suis dit ah bah tiens, j'ai pris spécialité histoire géopo, il faudrait que je commence à m'intéresser. Ah, j'ai fait la même, mais oui. Je vais aller regarder un peu le monde. Et au début, tu comprends rien, tu comprends les rien débats, à ce non, qu'ils les disent. débats, c'est. Tu te dis mais attends, mais il parle du langage que je ne comprends pas. Et peu à peu, tu comprends comment ça se passe. Mais pour moi, si dès le collège, vraiment, on disait aux jeunes, bon bah voilà, regardez, il y a tel média, qu'on expliquait un petit peu comment s'informer et qu'il y ait des médias qui soient vraiment accessibles pour, je dis pas pour l'école primaire bien sûr, mais pour le collège, des médias qui permettent un peu d'être progressifs, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a des informations qui peuvent être, par exemple, je pense à des conflits actuels où ça peut faire très très peur et vraiment créer une sensation un peu d'insécurité parce que Alors ça devrait pas être. Oui, c'est ça, mais en fait, ça va un peu. Comment dire, tu vas avoir un peu une vision pessimiste. Et par exemple, ce que je ressens des fois où je me dis, mais attends, là, aujourd'hui, j'ai appris qu'il se passait ça, j'ai appris qu'il se passait ça, j'ai appris qu'il se passait ça, mais où va le monde en fait? Et des fois, un peu cette perte de sens que tu peux réussir toi-même à gérer parce que t'es grand et que tu sais que bon, bah non, il y a des belles choses quand même, ça se passe bien et tout. Quand t'es petit. Quand t'es au collège, ce recul, tu peux vraiment avoir du mal à l'avoir. Donc je pense que il y a vraiment une emprise aussi. Tu penses qu'il y a une emprise par rapport aux médias est-ce que ça emprisonne un peu sur certaines idéologies? Je pense par exemple, là je parle pas de médias neutres du tout. Je pense des médias d'opinion par exemple. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça pourrait emprisonner d'une certaine idéologie, faire devenir des personnes qui n'étaient peut-être neutres dans un certain bord politique, quel qu'il soit, par rapport à leur opinion, et du coup ça va faire penser une chose à une personne, et donc après plus tard il va penser comme ça. Oui, mais je pense qu'en fait c'est un peu le souci, c'est que si on te mais c'est comme tes parents, si tes parents depuis tout petit, je sais pas, imaginons si on prend un média qu'on instaure que t'installes à 11 ans, donc quand t'as 11 ans, t'entends toujours le même média d'opinion à la télé. Et bien en fait, ça va clairement influer sur ton mode de pensée. C'est comme si tes parents constamment te répétaient des choses, je sais pas, je vais prendre un exemple neutre, oui, c'est important de manger des carottes, c'est important de manger des carottes, c'est important de manger des carottes. Oui. Si constamment, en fait, ils ne font que te répéter ça, et bien toi, en fait, tu vas entrer dans le monde, tu vas parler avec des gens, et en fait, tu vas dire oui, mais c'est super important de manger des carottes. Ah, mais je pense que même pour les adultes. Oui, même pour les adultes, pour tout le monde. C'est un peu ça leur combat, je pense, les chaînes d'opinion, c'est de faire penser les gens à leur faire en sorte que tout le monde pense de la même manière pour ensuite pouvoir influer sur le vote, etc. Oui. Donc c'est vraiment, on peut pas parler d'endoctrinement parce que en tout cas j'aime pas trop ce terme, mais je pense que c'est vraiment mettre, vraiment comme tu dis, un enfermement dans un mode de pensée, ce qui peut être super triste, et je pense que parce que ça peut donner une mauvaise vision de la vie, pas une mauvaise vision de la vie, mais une vision faussée en tout cas de ce qu'est la vie. Et donc je pense qu'il faudrait vraiment le plus important c'est de multiplier les sources, vraiment pour te former toi-même, d'aller sur plusieurs sources de ta propre opinion. Oui, vraiment tu
tu vas regarder des médias de gauche, des médias de droite, des médias du centre, etc. Et neutre même. Et en fait, vraiment, tu vas pouvoir te dire, ah bah là, je suis plus d'accord avec ça. Et après, forcément, on est le rendu de notre éducation. C'est-à-dire que si tes parents, depuis tout petit, te répètent que les carottes, c'est bon, bah peut-être que tu vas réussir à te détacher un petit peu de ça en te disant... ah bah moi j'aime bien les légumes, mais tu vas te créer ton propre opinion. Tu vas essayer de te créer ta propre opinion, mais d'un côté, oui, on est en fait pour beaucoup de nos pensées, et c'est un peu la thèse de Bourdieu, c'est que le sociologue, c'est-à-dire que nos pensées, elles sont amplement héritées de nos parents. Enfin, on hérite d'un milieu social, donc oui, bien sûr. En fonction des idées qui sont dites par tes parents, forcément tu vas reproduire. Enfin, je crois que j'avais entendu, mais après c'était un élève de ma classe qui l'avait dit. T'as une chance sur deux, je crois que c'est l'INSEE, t'as une chance sur deux de reproduire le modèle de tes parents. Oui. Donc ça montre que si tu oui, vraiment si tu grandis partout. C'est des personnes que tu vois toute ta vie. Donc oui, c'est ça, donc forcément. Mais cet emprisonnement, en fait, bon, on a parlé aussi des réseaux sociaux. Cet emprisonnement peut être aussi avec les réseaux sociaux. Ah oui, mais oui, totalement. Bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, je parle beaucoup avec des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'anorexie. Et vraiment, je vais dire toutes parce que c'est principalement des filles. En tout cas, moi, je connais que des filles. Et en fait, elles me disent que leur feed Instagram, c'est que des filles qui sont hyper minces, etc. Oui, bah oui, En fait, ça t'enferme et t'as l'impression, ah mais attends, tout le monde est mince. Ça fait une compétition. En fait. Ouais, mais oui, c'est clairement un monde compétitif. Oui. C'est-à-dire, c'est à qui aura le plus de likes, qui sera la plus belle, qui sera la plus belle, même qui sera le plus beau, tout le monde en fait. Le plus populaire, enfin c'est vraiment... ça te donne une vision hyper faussée de la vie. Des fois... faut y penser ça. Quand on voit les réseaux sociaux, faut y penser que c'était pas le monde réel. Ah oui. Je pense que certaines personnes ne le savent pas forcément. Ouais, et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il faut instaurer une limite à 13-14 ans pour les enfants, pour les adolescents, les préadolescents, parce qu'en fait... t'as pas, quand t'es au collège, quand tu rentres en 6ème, tu n'as pas du tout ce recul de te dire ah mais attends, là ce que je suis en train de voir c'est pas du tout la réalité. Alors que là par exemple nous on est plus grands, on a un peu même quand on voit quelque chose, peut-être que la première pensée ça va être mais là ça a l'air trop bien, etc. Je trouve que ça a changé un peu ce regard par rapport à avant. Oui, c'est ça. Parce qu'avant je me disais voilà, il faut que je fasse magnifique sur les réseaux sociaux, etc. J'ai essayé de me détacher de ça maintenant parce que franchement, me dire à chaque fois tu dois être magnifique sur chaque photo, etc. Tu dois être parfait à chaque fois, mais non. En fait, si tu fais un réseau social, enfin non, tu ne fais pas un réseau social, si tu crées un compte, et bah en fait tu le fais pour toi, tu le fais pas forcément pour tes amis. Si tu as envie de partager tes voyages, etc., si tu as envie de partager juste un moment parce que tu trouves que cette photo est belle, et bah tu le fais pour soi, tu le fais pas parce que tu as envie de plaire à telle personne. Si tu as envie de le faire pour toi, tu le fais pour toi. Après là, je pense que c'est un peu le moment où peut-être nos avis vont un peu diverger parce que pour moi, même inconsciemment, quand tu postes quelque chose, techniquement c'est que tu trouves que ça mérite d'être posté et que tu as envie de provoquer une réaction, en tout cas chez les gens. Pas forcément de provoquer de l'envie, mais juste que les gens se disent oh tiens c'est intéressant. En plus par exemple si tu vas te montrer en train de lire un livre pour montrer que tu es super cultivé, moi des fois je le dis, des fois j'ai envie de me montrer en train de lire un livre parce que je me dis oh là là mais les gens ils vont penser que comme ça ça va faire ça va faire beau sur mon feed Instagram. Et en plus je me dis bon comme ça les gens ils vont voir que j'aime bien, etc. Mais en fait c'est pas la cause première qui fait que je poste cette photo, mais c'est inconsciemment. Mais bien sûr. Quand tu postes un contenu sur les réseaux sociaux, c'est que tu mais je suis d'accord avec toi. Tu dis que ton contenu est digne d'intérêt, tu vois. Je le fais aussi quand je regarde une course de F1 parce que j'aime beaucoup la F1 en ce moment. Quand je regarde une course de F1, bien sûr que je prends une photo de ma télé en train de ça. Mais en même temps, oui, c'est pour susciter une réaction peut-être de la part des personnes qui aiment bien la F1 en disant, par exemple, après ils vont me parler, ils vont me dire ouais t'as vu comment ça s'est passé, etc. Après en fait franchement cet aspect de ça, franchement en fait ça peut être dans les deux sens. Ça peut être dans les deux sens. Ah oui, ça peut être dans les deux sens du tout. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En tous les cas, c'est des thèmes comme ça en fait que j'aime bien aborder parce que en fait, on ne trouvera pas de réponse. On n'est pas des personnes haut placées. C'est ça. Juste on est là et on discute et on dit ce qu'on en pense. Ouais, on fait pas des miracles. Dans tous les cas, vraiment c'est. On peut pas avoir la science infuse. Certainement pas. On peut pas tout savoir aussi. Pour le quatrième thème, donc le dernier thème,
qui n'est... j'ai vraiment prévu très très large pour le dernier. Hein. Mais donc on va parler un peu de l'impact des médias et est-ce qu'ils sont des acteurs politiques importants. Alors bah moi j'aimerais un peu qu'on se base sur un exemple. Alors cet exemple c'est notre comment dire, notre expérimentation à l'Assemblée nationale. Ah, notre visite plutôt. Voilà, notre expérience plutôt. Ça fonctionne mieux, je trouve, comme ça. Donc, pour dire aux auditeurs, nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour voir une séance publique. Je ne sais plus quand, je crois que c'était pendant les vacances je sais plus. Bon, il y a un moment, il y a un certain moment. Les vacances de février. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Voilà. Bref, on a vu une séance à tôt, on l'a vu tôt, on a dû se lever tôt. Hein. Il était 8h, Ouais, exactement. À 9h, voilà, 9h. Eh bien, on n'a pas vu beaucoup de monde. C'est vrai qu'on s'est installé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ils étaient 6, quoi. Ouais, franchement, mais donc... C'était les questions gouvernement. Donc, oui, non, c'était pas question gouvernement. Ah justement. si, c'était question gouvernement. Non, les questions gouvernement, c'est l'endroit où il y a le plus de personnes. Question gouvernement, c'est là où il y a le Premier ministre. Non, là, c'était... Là, c'était des questions gouvernement. Ah, c'est des questions gouvernement, mais sans débat. Ah oui, c'était sans débat. Voilà, c'est parce que moi, les questions gouvernement, moi j'ai vu, c'est des trucs où t'arrives pas à avoir des places. Parce que franchement, moi j'étais un peu déçu. Enfin, franchement, de voir qu'il y avait personne, etc. Je me disais, mais... Enfin, c'est triste. Enfin, c'est pas triste, mais... Enfin, j'ai l'impression que personne venait à son travail, presque. Enfin, après, je sais que t'as plein de missions en tant que député, mais franchement, moi, je trouvais ça bête, en fait, que tu sois pas... Il n'y a pas des moments où, genre, tout le monde est obligé de venir, tu vois. Parce que franchement, si tu fais un métier à l'Assemblée nationale, tu vois, par exemple, et ben en fait, c'est pour venir, tu vois, parce que là, finalement, si c'est pour que 5 personnes parlent, à quoi ça sert de faire une séance? Enfin, je me pose la question. Je me dis aussi, peut-être que les personnes... honnêtement, je me suis pas assez renseignée sur vraiment le métier de député et de quoi est composée la journée d'un député. Bien sûr. Mais je pense que, en fait, à un moment donné, étant donné que tu peux pas forcément assister à tout, tu dois un peu prioriser tes bien sûr, sujets, tu vois. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Hein. Après, c'est sûr que là... il y avait vraiment personne. Oui, là, il y avait vraiment personne. Et tu te poses la question. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, et je me rappelle, on l'avait fait avec mon prof d'AGGSP en première, où vraiment, il disait... parce qu'on parlait de Tocqueville et du fait que Tocqueville en fait critiquait un petit peu la démocratie et donnait des indications en disant oui de toute manière si on vit en démocratie il faut surveiller ses représentants, etc. Et en fait il nous avait montré et sur le site de l'Assemblée nationale tu peux voir voilà telle personnalité politique a été là tant de temps cette année, oui, bien sûr, cette semaine elle a été là tant d'heures, etc. Et en fait c'est vraiment comme ça où tu peux te dire bon bah voilà j'accorde ma voix à des personnes, parce qu'on est dans une démocratie représentative, donc j'accorde ma voix à des personnes où je sais qu'ils travaillent. Je sais qu'elles travaillent, oui, voilà. Parce que par exemple, la question s'est un peu posée, où là on est en pleine période d'élection européenne. Donc il y a un peu des choses qui ressortent où des gens disent ah mais vous avez pas souvent été, vous avez pas beaucoup déposé d'amendements, telle personne en a déposé plus, etc. Et c'est des moments en fait où tu peux te dire bon bah voilà peut-être que la voix que j'ai donnée à cette personne n'était pas méritée ou qu'en tout cas elle ne l'utilise pas assez à mon goût. Oui, non mais oui, mais c'est pour ça que je trouve ça bien que ça soit compté pour que les gens puissent voter pour des gens qui savent venir, etc. Franchement, moi je trouve ça bien. Je connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait voir vraiment exactement le nombre d'heures, mais il me semble, hein, mais j'avais. Oui, non, mais je pense que c'est. Maintenant, je pense, je crois que ça avait vu ça pour un autre. C'était pas pour l'Assemblée nationale, mais c'était pour autre chose, mais. Oui, en tout cas, je pense que ça existe de toute façon. Et donc, oui, les médias par rapport à l'Assemblée nationale, c'est vrai que, en fait, vraiment, je pense, le nombre de vidéos qu'on voit politiques, bah, c'est beaucoup à l'Assemblée nationale finalement. Les discours, etc., avec les petits sous-titres, avec la petite musique victorieuse. C'est pour ça que la France doit y arriver. Et ça, vraiment, ça. Oui, tu vois que ça. Mais vraiment, ces vidéos-là, franchement, je pense qu'ils influencent beaucoup. Parce que, en fait, bah, ça peut paraître incongru de dire ça, mais une petite musique, des sous-titres, etc., avoir l'aspect que la personne a raison, ça peut changer la vie, je pense. D'avoir cet aspect un peu épique, de se dire il a fait un discours incroyable, il faut qu'on vote pour lui au présidentiel, c'est parti. Après c'est pour ça que le contenu que tu vas voir sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire pas véridique. Oui, en fait tu vas voir
tu vas voir, par exemple, je suis plusieurs personnalités comme Louis Boyard, etc. Et des fois, en fait, tu le vois, il poste des vidéos où en fait, Après, c'est un discours qu'il a fait. Bien sûr, il y a beaucoup de députés qui le font. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, j'ai juste dit un exemple comme ça, parce que c'est le premier qui m'est venu en tête. Tu vas l'écouter et en fait il va y avoir une musique hyper intense derrière et il va être en train de parler, etc. Mais par exemple là j'ai pris Louis Boyard, mais non mais tout le monde le fait, Jordan Bardella le fait également avec, des... En fait je voulais essayer d'en trouver un du centre, mais j'en arrive pas à en trouver un député du centre que je connaisse le nom là. Tu vois des vidéos comme ça, Valérie... vont être très victorieux. Je sais que Valérie Ayé elle est députée européenne, oui. Mais je sais pas si elle a fait beaucoup de vidéos parce que moi je la connaissais vraiment pas avant. Moi je viens de la découvrir. Hein, oui mais... Mais oui, bon, c'est tout un sujet. Oui bien sûr. Mais oui, du coup, ça peut influer, mais c'est pour ça que c'est important de se dire, bon bah voilà, telle personnalité, là, elle dit ça, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que c'est super important, vraiment, d'aller sur les médias. Et de regarder toute la vidéo des fois, de regarder tout le passage. Ah oui, parce que des fois, non mais les débats, non mais je pense que tu vois exactement de ce que je vais dire, mais des fois tu vois des débats d'une personne qui va mettre juste un extrait pour faire croire qu'elle a eu raison, alors que finalement dans tout le débat, elle avait que tort. C'est ça. Je la trouve. Donc franchement, c'est pour ça que l'image peut vraiment changer les choses, je pense. Ouais, donc je pense que c'est pour ça que c'est vraiment super important de bien se renseigner, c'est-à-dire que tu vas voir telle personnalité politique parler, tu vas aller sur un média, pas forcément un média d'opinion, vraiment un média d'information. Qu'est-ce que cette personne met en place pour la société? Quelle loi elle propose? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire voter? Regardez vraiment regarder le détail. Les tracts, là, comment ça s'appelle, le programme, voilà. Oui, le programme le bien le regarder, parce que franchement, en fait, je pense que les personnes, ça se trouve, je pense qu'il y a des gens en présentiel, tu vois, ils votent parce qu'ils connaissent cette personne. Non mais c'est possible. Une personne, il la voit tous les jours, il la voit à la télé, ils disent, bon, il a l'air de bien parler, on va voter pour lui. Oui, mais non, faut peut-être s'intéresser plus à l'intimité du programme, etc. Et regarder, parce que après, faut pas dire après, tu sais, genre j'ai voté pour lui, et tu dis, et là tu relis le programme après quelques années, tu dis, j'ai voté pour ça, mais je dis non. Parce que franchement, il y a des gens, ils disent oui, il s'est passé ça, mais c'était marqué dans le programme. Et ça, c'est triste, je trouve. Des gens qui votent pour une chose et que c'était marqué. Donc à un moment, que faire? Oui, c'est ça. Que faire? Après, il y a un peu, je pense aussi, on peut faire le lien un peu avec la crise de la représentativité, un petit peu avec le nombre le taux d'abstention qui ne fait qu'augmenter. Et donc je pense que quand même beaucoup, hein, ah oui ça... donc en fait je pense que limite un peu ce désintérêt de se dire oui bah voilà je vais juste aller voter, c'est bon je connais la personne, je l'ai déjà vue plusieurs fois, ça va aller. Mais en fait un peu ce désintérêt, littéralement son stade supérieur je pense, c'est le fait de juste ne pas aller voter parce que tu te dis mais de toute manière il n'y a aucun parti politique qui me représente. Moi je sais que même si des fois elle ne sait pas forcément pour qui voter ma mère, elle y va parce qu'en fait il y a des gens, je pense, par exemple on s'est tellement battu pour avoir un droit de vote par exemple. Je pense les femmes, voilà, je sais, alors waouh, j'ai une embrouille dans ma tête là. Donc le droit de vote pour les femmes, ça a été très compliqué à avoir. Du coup je sais que ma mère elle y va parce que bon, même si peu importe le vote qu'elle fera, même si c'est un vote blanc, c'est assez battu, donc elle veut le faire quand même. Et c'est normal. Oui, c'est super important. Mais du coup en fait est-ce que ça devrait être obligatoire? Ça c'est une question que je me posais. Donc là on s'étend un peu plus sur la politique parce que bon, de toute façon on a fini de faire vraiment les points que je voulais vraiment aborder avec toi. Okay. Donc est-ce que tu penses que on devrait obliger à voter? Parce que je sais que c'est dans... Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en Pologne par exemple c'est obligatoire. En Belgique il me semble. En Belgique j'étais pas sûr, c'est pour ça que... Mais je pense que pour la Belgique... En tout cas il y a des pays européens où c'est obligatoire de voter. Est-ce que tu penses que ça devrait être là maintenant en France qu'on le fasse? Je pense pas. Je pense vraiment pas parce que c'est une liberté. En fait, on impose une liberté. Oui, c'est ça, c'est assez... Je ne sais pas si c'est possible. C'est assez étrange. Donc en fait, je pense que... Comment dire? Faut laisser cette liberté... Oui, faut juste laisser cette liberté à une personne de voter si elle en a envie ou de ne pas voter. Parce que limite, là on est déjà dans une crise de la représentativité qui est assez importante. Il y a une majorité d'abstention, je crois. Ah oui, mais vraiment, c'est un taux mais qui n'a jamais été atteint. Il me semble, aux dernières présidentielles, là, en 2022, c'est vraiment
Après, faut voir, là ça va être une nouvelle génération qui va voter de toute façon. Oui, c'est ça. Même moi je vais voter, donc Ouais, une nouvelle génération. Mais en fait, il y a vraiment... je pense que cette crise de la... J'ai perdu ce que je disais. La représentativité. Oui, cette crise de la représentativité, elle serait encore plus importante si on forçait les gens à voter. En fait, limite, là, les gens, ils se diraient, bon, bah, faut que j'aille voter. Et en fait, ils voteraient, mais n'importe quoi, sans même avoir réfléchi. Donc, en fait, je pense que d'abord, si on veut que les gens aillent voter, c'est pas en imposant c'est en faisant un programme qui donne envie, en allant voir les habitants, oui, etc. Oui, c'est ça. En fait, essayer de parler aux gens. Je dis pas que j'ai la solution à tout, mais essayer de résoudre cette crise de la représentativité. En tout cas, cette question, je la pose parce que c'est une question qu'on entend sans relâche. Hein, franchement, cette question de est-ce qu'il faut obliger les gens à voter, on l'entend partout. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment avoir ton avis. Je suis vraiment pas pour. Mais je partage ton avis sur ça parce qu'en fait, imposer une liberté, en fait, cette phrase sonne faux, je trouve. Oui, imposer une liberté. Parce que littéralement, une des définitions de liberté, c'est de pouvoir faire. Enfin, donc, la définition un peu spontanée, c'est oui. Du coup, ça ne serait plus une liberté. Ça serait une imposition. Un devoir. Un devoir. Voilà. Donc voilà. c'est une vraie question que je me posais. En tout cas, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Et vraiment, avant de clôturer ce podcast, vraiment, j'aimerais vraiment te remercier parce que franchement, c'était très riche et je pense que les auditeurs partageront cet avis, c'était que c'était très riche. On a réussi à se tenir un peu et ne pas trop s'écarter des sujets, même si des fois... oui, après, c'est normal, c'est une de toute façon, j'avais prévu le coup, je m'étais fait des petites notes pour dire les endroits où on pouvait un peu s'écarter. Parce que c'était des sujets un peu... Bon, on n'allait pas forcément se concentrer vraiment sur le titre que je donnais au thème. Donc vraiment, merci beaucoup. Et de rien, c'était avec plaisir. Et oui, donc c'était un petit mot pour la fin aux auditeurs. Je te laisse dire ton petit mot aux auditeurs. Eh bien, merci beaucoup. C'est le deuxième podcast que je fais dans ma vie. La dernière fois, c'était avec Nino et c'était sur le cinéma. Et là, le fait de faire un podcast un peu plus engagé, c'est la première fois, donc ça me faisait un petit peu peur parce que ça fait toujours peur de donner son avis, même si c'est un tout petit avis, parce que tu te dis comment ça va être reçu, quoi. Et donc là, vraiment, je suis super heureuse que ça se soit bien passé. Merci beaucoup de m'avoir reçu, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très vite. D'accord. Bon en tout cas, merci aussi. Je finis aussi par remercier également les auditeurs de me faire confiance parce que là, j'ai remarqué, j'ai regardé les statistiques de l'ancien épisode et j'espère que celui-là sera bien. En tout cas, merci beaucoup. J'ai remarqué aussi que vous étiez beaucoup sur Spotify, donc si vous m'écoutez depuis Spotify, vous nous écoutez depuis Spotify, merci beaucoup. Et à bientôt dans un prochain podcast. Et le prochain podcast, pour vous dire, ça sera sur le sport avec Nassim et donc le sport foot, automobile, etc. Voilà. Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt dans un prochain podcast.